Donc, vous voyez à l'écran ma présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de données issues d'un projet qui a débuté avant l'arrivée de la pandémie, qui s'appelle le projet ESH Transition, ESH pour étudiants en situation de handicap. C'est un projet qui, à l'origine, avait comme objectif, il y a toujours comme objectif, de documenter les trajectoires d'adaptation scolaire des étudiants qui sont en situation de handicap, donc qui ont un trouble diagnostiqué déclaré au moment de leur entrée au cégep, et de voir donc comment ils cheminent à travers leurs différentes sessions au collège et un petit peu d'examiner la propension des services adaptés, des accommodements qu'ils reçoivent, mais aussi des pratiques inclusives des enseignants, donc la propension de ces aspects-là à infléchir leur trajectoire scolaire. Donc, avec l'arrivée de la pandémie, en mars 2020, rapidement, nous, on a inséré un volet COVID-19 au projet. Et dans ce volet COVID-19-là, il y a 3 éléments importants qu'on souhaitait examiner. Le premier, c'est de décrire le stress et les stratégies d'adaptation, de même que l'ajustement des étudiants suite à la pandémie ou en contexte de pandémie. Le second, c'était de documenter leur perception des enseignements reçus, d'autant plus qu'on avait des évaluations des pratiques enseignantes à l'automne avant la pandémie, pratiques qui ont migré vers des enseignements virtuels, d'enseignement à distance, donc l'intérêt d'examiner la perception des enseignements reçus et aussi des services reçus, puisqu'une partie de notre échantillon, donc, sont des étudiants en situation de handicap qui ont demandé des accommodements au collège. Donc, moi, je vais me concentrer surtout sur le premier élément, celui du stress et des stratégies d'adaptation, et de voir comment tout ça a évolué pendant la pandémie, à différents moments de la pandémie, vous allez le voir tout à l'heure, et comment ça a pu affecter leur trajectoire scolaire. Ce que je présente aujourd'hui, merci d'abord au programme Action concertée, persévérance scolaire, qui a été le programme qui a financé la plus grande partie de ce projet-là. Merci aussi à ses partenaires, donc l'éducation et l'enseignement supérieur. Il y a eu d'autres fonds venant du M3S et du CRSH pour le volet COVID-19. Donc, quelques éléments de contexte. D'abord, la pandémie, comme vous le savez, hein, c'est une réalité qui est complexe pour les cégepiens. Parce qu'ils sont exposés au confinement, parce qu'ils ont été exposés aux règles de distanciation, l'apprentissage du port de masque, le lavage des mains, vaccins, éclosion, interruption des enseignements et services scolaires. Ils ont dû s'adapter à des enseignements à distance, des pertes d'emploi, etc. En fait, les stresseurs potentiels ont été multiples. Comme le dit bien le Conseil supérieur de l'éducation dans son état des besoins, les effets aussi sont potentiellement à géométrie variable et les effets sont potentiellement évolutifs au sens où ce qui a été vécu lors des premières vagues n'a probablement pas le même impact, les mêmes effets que ce qui sera vécu dans les vagues subséquentes. Quand on regarde les résultats d'études longitudinales sur les 6 premiers mois de la pandémie, euh, on observe un portrait assez mixte et assez non convergent des données lorsqu'elles portent sur le stress, l'anxiété ou des indicateurs là, qui s'apparentent à ces dimensions-là. Il y a autant d'études qui montrent une augmentation du stress, d'études qui montrent que le stress n'a pas évolué à travers les 6 premiers mois de la pandémie, que d'études qui montrent une diminution du stress. Alors, il y a même un bassin d'études qui montre que les jeunes ont pu être moins stressés avec l'arrivée de la pandémie. Il y a une méta-analyse, celle de Prati et Mancini, qui regroupe 25 études longitudinales, plus de 72 000 participants, 58 tailles d'effets qui ont été analysées et qui conclut que les premiers effets, en fait, les effets du premier confinement là, sur des dimensions similaires au stress, à l'anxiété des jeunes adultes, aurait été relativement modeste, relativement faible, et que le confinement n'aurait pas diminué
le bien-être, les perceptions de soutien social, à tout le moins là, sur le court terme. Donc, dans ce mix de résultats-là, il y a comme deux grandes hypothèses qui émergent de la littérature qu'on a tenté de tester dans l'étude que je vais vous présenter. La première est celle de l'habituation et de la désensibilisation. Arrive la pandémie, un événement hors de contrôle, un événement sur lequel on n'a aucune emprise et aucun référent, donc un choc, ce qui fait augmenter de façon importante le stress, l'anxiété, mais aussitôt que l'habituation se fait, la courbe redescend. Alors, les études sur l'anxiété montrent souvent que la réponse émotive à un événement qu'on va qualifier de non plaisant ou de non prévu augmente pas de façon indéfinie, atteint un plateau et finit par redescendre. Alors, il y a certaines littératures qui appuient cette hypothèse-là. La seconde, c'est celle de l'amplification et de la fatigue pandémique, au sens où plus la pandémie a évolué, plus les étudiants ont été en surcharge mentale, que ce soit à cause de préoccupations sociales, à cause de préoccupations scolaires, à cause de préoccupations familiales. Certains ont parlé en anglais de mind wandering, là, pensée itinérante, en raison de la multiplicité, de l'imprévisibilité, de la répétition des demandes d'adaptation. Et donc, une certaine fatigue pandémique s'installerait, ce qui pourrait potentiellement augmenter le stress et diminuer les stratégies d'adaptation des jeunes. Donc, à ce jour, c'est difficile de dire quelle hypothèse est davantage soutenue parce qu'on a peu de données sur le long terme, parce que pour le collégial, il y a peu d'études qui ont porté sur les populations scolaires plus vulnérables comme les étudiants en situation de handicap. Et il y a aussi peu d'études qui ont fait le pont entre, bon, peut-être que la pandémie pourrait potentiellement augmenter le stress, mais quel est l'effet de cette possible évolution-là sur la trajectoire scolaire des étudiants? On n'a pas de réponse claire à ce stade-ci là-dessus. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats du premier élément du volet COVID-19 du projet ESH Transition. Et il y a 4 objectifs. D'abord, de décrire l'évolution du stress perçu et des stratégies d'adaptation des étudiants de collège entre avril 2020, donc quelques mois après l'annonce de la pandémie, et avril 2021. On est au moment de la 3e vague. Examiner les effets de cette évolution sur la trajectoire scolaire. Quand je parle de trajectoire, je vais parler de l'ajustement collégial, jusqu'à quel point les étudiants réussissent à rencontrer les exigences des enseignements et de leurs enseignants, la réussite perçue et les intentions de persévérance. Si on a le temps, je vais vous présenter quelques données sur des déterminants psychosociaux de cette évolution-là, quelle que soit l'évolution des mesures de stress et de coping, et d'explorer le rôle modérateur du statut de handicap de l'étudiant dans ces associations-là. Donc, voilà pour les 4 objectifs. Rapidement, cadre d'analyse qui a guidé notre examen de l'évolution du stress, c'est la théorie, le modèle de Lazarus et Folkman, qui porte sur la perception individuelle comme un filtre devant un événement potentiellement stressant. Alors, devant un stresseur inconnu, comme la pandémie, les individus vont réagir différemment et le processus qui va conduire au stress va passer d'abord par une évaluation primaire. Est-ce que je juge l'événement devant moi comme un événement positif? Probablement que peu de jeunes ont dit que c'était un événement positif. Est-ce que je le juge non pertinent pour moi? Probablement que peu de jeunes ont jugé que c'était non pertinent. Ou est-ce que je juge l'événement dangereux? Et si je le juge potentiellement dangereux, est-ce que je peux le percevoir comme un défi dans ma vie, comme une menace ou comme étant associé à certaines pertes, certains sacrifices que je vais devoir faire dans ma vie? Donc, l'idée de l'évaluation primaire, si elle est jugée dangereuse et elle est associée à des menaces, à des pertes, elle devra conduire potentiellement à une augmentation du stress. L'individu va aussi évaluer de façon secondaire les ressources à sa disponibilité,
le soutien social, le soutien instrumental, les ressources pédagogiques, les ressources d'aide qui sont disponibles. Et si l'évaluation individuelle est positive, ça pourrait avoir comme effet de diminuer le stress et à l'inverse, de l'augmenter, ce qui conduit par la suite à le déploiement des stratégies d'adaptation, soit centrées sur la résolution de problèmes, donc de changer une situation que je rencontre, ou centrées sur les émotions pour enchaîner vers une réévaluation. Donc, on gardera ce modèle en tête-là pour la suite de la présentation. Donc, avec ce modèle-là, notre premier travail, ça a été de dire, si on veut mesurer le stress, les stratégies d'adaptation pandémiques, ça nous prend une mesure et il n'en existe pas. On s'est donc attardé à développer et à valider une mesure qui s'appelle le Q-COVID-19, donc le questionnaire COVID-19, qui, en fait, regroupe 3 sections. C'est une mesure de 24 items où vous avez une première section qui tente d'apprécier l'exposition au virus. Est-ce que j'ai eu des symptômes? Est-ce que j'ai été testé? Est-ce que je suis allé pour un test et est-ce que j'ai été testé positif, tel que rapporté? Et est-ce que ces éléments-là sont aussi présents auprès de ma famille élargie? Donc, est-ce que quelqu'un dans ma famille a eu des symptômes, a été testé et a reçu un diagnostic positif? Une deuxième section qui porte sur les perceptions de menaces, de pertes et de défis selon le modèle de Lazarus-Folkman, et une troisième section qui porte sur les stratégies d'adaptation. J'ai géré la pandémie par le fait de faire plus d'activités positives, par la quête d'informations, par le déni. Je pense que la société est alarmiste, je ne crois pas que c'est si important, ou par des activités négatives, augmentation de la consommation d'alcool, de drogue, augmentation du temps passé en jeux vidéo. Donc, une mesure qu'on a validée et qu'on a de façon préliminaire pour essayer de saisir un petit peu le stress et l'adaptation pandémique. Dans les analyses de cette mesure-là, on a fait des analyses factorielles et il y a 4 facteurs qui ont émergé et je vais faire porter le principal des résultats sur ces facteurs-là. Donc, le premier qui est l'exposition au virus, je vous donnerai plus de détails là-dessus tout à l'heure. Le deuxième qui est le stress perçu, qui regroupe en fait la perception de menace et la perception de perte. Le troisième qui est la stratégie proactive, qui regroupe le défi, la gestion par des activités positives et la gestion par quête d'information. Et le dernier facteur qui est les stratégies défensives, qui est le déni ou le fait d'avoir déployé des activités négatives comme consommation d'alcool, de drogue et de jeux vidéo. Donc, l'étude ESH Transition, c'est une étude longitudinale à devis mixte dont la donne principale est un devis quantitatif. On a donc rencontré les jeunes à l'automne 2019, avant la pandémie. Ils ont complété un ensemble de mesures et pour les fins de la présentation, là, les mesures auxquelles je vais faire référence, c'est la moyenne générale au secondaire qu'ils nous ont rapportée lors de leur arrivée au collégial. C'est une mesure d'ajustement collégial initial. Est-ce que ça va bien en première session, à la fois au plan scolaire, au plan émotionnel et au plan institutionnel, et le fait qu'il nous ait déclaré avoir un diagnostic de handicap, le trouble anxieux, TDAH, trouble d'apprentissage, trouble moteur, etc. Autant d'eux, lors de la première vague, ce sont des questionnaires en ligne qu'ils ont répondu. Autant d'eux, c'est le questionnaire COVID-19 que je vous ai présenté qui a été complété. De même qu'autant 3, alors qu'on est au pic de la troisième vague. Il y a une collecte qui a été financée par le programme Impulsion du temps 4 et on est en pleine collecte d'informations pour ce temps 4-là. Donc, les échantillons, c'est 1826 étudiants qui ont participé au temps 1. Vous le voyez, c'est 41% d'étudiants qui sont en situation de handicap. Je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Qu'un étudiant a déclaré avoir, selon diagnostic d'un professionnel, soit un TDAH. 50% de ces 42%-là sont TDAH. 48% ont rapporté troubles anxieux ou troubles de l'humeur. 22% ont rapporté troubles d'apprentissage ou de la communication. Évidemment, il y a 37% d'étudiants qui ont rapporté plus d'un trouble. Donc, 1826 au temps 1.
1465 au temps 2, donc 80% des jeunes du temps 1 qui ont poursuivi leur participation. On est au printemps 2020, donc quelques mois après l'annonce de la pandémie. Et au temps 3, 2021, 1242, et vous avez les proportions d'étudiants, selon qu'ils soient en situation de handicap ou pas, qui sont conservés dans le temps. Un peu plus de femmes que ce qu'on retrouve dans la population. Donc, le taux de participation des femmes était plus élevé. Et vous allez comprendre qu'on a suréchantillonné les étudiants en situation de handicap. Ce n'est pas une représentativité de la population des collèges parce que l'objectif était de regarder un petit peu l'effet modérateur du handicap de l'étudiant. Je tiens à dire que le projet ESF Transition, c'est 10 cégeps qui ont participé. Donc, vous avez l'ensemble des cégeps ici, à la fois des cégeps 4 dans la capitale nationale, 4 sur l'île de Montréal et 2 cégeps dans le centre du Québec. Donc, premier résultat, je veux documenter l'évolution à la fois de la COVID-19, du stress perçu et des stratégies d'adaptation dans l'échantillon. Sans surprise, notre indice d'exposition à la COVID-19, qu'est-ce que ça veut dire là? Le 1, ça veut dire que j'ai eu un test positif et il y a un membre de ma famille élargi qui a eu un test positif. Si j'ai répondu dans l'affirmative à ça, j'ai 1. À l'extrême de l'axe, si je n'ai pas eu de symptômes et qu'il n'y a aucun membre de ma famille qui a eu des symptômes, je suis à 0 et entre les deux, vous avez les autres paramètres. Donc, on a défini là, une espèce d'indicateur d'exposition à la COVID. Et là, sans surprise, là, ça a augmenté. J'apprends rien à personne ici, alors qu'on était à 0,17 et on est monté à 0,48. Et le temps 3 va probablement nous rapprocher du 1, là, puisqu'à peu près tout le monde a la COVID, là, ou a eu la COVID, ou connaît quelqu'un, donc une augmentation progressive. Pour avoir plus de détails sur ce que veut dire cet indice-là, je rapporte ici la fréquence des rapports au printemps 2020 et printemps 2021. Donc, au printemps 2020, 4% d'étudiants ont passé un test de la COVID dans notre échantillon. 0,5% seulement nous ont dit avoir eu un test positif. 38% connaissaient quelqu'un dans sa famille qui avait passé le test de la COVID et 19% connaissaient quelqu'un dans sa famille qui avait eu un test positif. Alors qu'en 2020, c'est 33% des étudiants qui ont passé un test de la COVID, 5,2%, on est au printemps 2021, qui ont eu un diagnostic positif de la COVID, 88% qui connaissaient quelqu'un dans sa famille qui a passé le test, et on est à 55%, donc un peu plus de 1 sur 2, qui connaît quelqu'un dans sa famille qui a eu un test positif de COVID-19. Maintenant, au niveau du stress perçu, une augmentation relativement importante, là, telle que rapporte l'état carré ici, du stress entre le printemps 2020 et le printemps 21. Et de façon intéressante et intrigante, le stress a augmenté de façon plus prononcée chez les étudiants sans handicap plutôt que chez les étudiants avec handicap. Donc, on aurait pu penser que le stress est l'apanage des étudiants plus vulnérables. Ce qu'on montre aussi, c'est plutôt les étudiants moins vulnérables si on le regarde sous l'angle d'être un étudiant qui avait un diagnostic, qui ont vu l'intensité du stress augmenter. On peut peut-être penser que la résilience des étudiants avec handicap est peut-être un peu plus forte parce qu'ils sont habitués de rencontrer des problèmes dans leur quotidien. C'est peut-être un facteur qui pourrait expliquer cet effet d'interaction-là. Peut-être aussi que l'isolement social pour les troubles anxieux, je rappelle que la proportion d'étudiants qui présentaient un trouble anxieux était relativement importante. Peut-être que pour eux, l'isolement social a été moins pénalisant que pour l'étudiant sans trouble anxieux. Bref, de façon intéressante, c'est la population moins vulnérable qui semble devenir un peu plus vulnérable. Au niveau des stratégies proactives d'adaptation,
que j'ai définie tout à l'heure, c'est une diminution aussi assez importante des stratégies entre le printemps 20 et le printemps 21. Et encore là, on a un effet d'interaction qui est significatif, c'est-à-dire qu'une diminution qui est plus marquée pour les étudiants sans handicap. Donc, peut-être qu'il y a un effet de régression vers la moyenne ici, mais peut-être aussi que les étudiants qui n'étaient pas habitués à composer avec des barrières dans leur cheminement, ce qui est le quotidien d'un étudiant qui présente une situation de handicap, ont peut-être été davantage pénalisés par l'ensemble des stresseurs associés à la pandémie, ce qui pourrait peut-être expliquer cette diminution-là plus importante, plus marquée pour l'étudiant, je le rappelle, qui n'a pas déclaré de situation de handicap à leur arrivée au collège. Sur les stratégies défensives, le déni, consommation, le facteur d'ensemble, on n'a pas d'effet temps ici. Le seul effet qu'on a observé, c'est un effet handicap, à savoir que les étudiants en situation de handicap ont rapporté davantage de stratégies défensives que les étudiants sans handicap. Cependant, lorsqu'on a décortiqué les analyses item par item, on a trouvé un effet probant auprès d'un item qui était celui qui relevait de la consommation d'alcool ou de drogue. Donc, on observe une augmentation significative de consommation d'alcool ou de drogue entre la première et la troisième vague, donc printemps 2020, printemps 2021. Encore là, plus probant, plus marqué, plus prononcé pour les étudiants sans handicap. Donc, encore là, peut-être que la résilience étant moins forte, peut-être que le recours à ces stratégies-là étant plus important. D'autres diraient peut-être que je me suis habitué à la pandémie, je reviens à mes habitudes d'avant pandémique et je recommence à socialiser et à consommer. Peut-être que c'est le cas aussi. Bref, je serais curieux d'entendre vos interprétations tout à l'heure. Deuxième question qu'on a examinée, les effets, en fait, les prédictions de cette évolution sur la trajectoire scolaire de l'étudiant. Je vous présente ici des données d'analyse de régression. Je vous explique simplement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenté d'expliquer l'ajustement au temps 3 de notre projet. Donc, est-ce que je vais bien au collège? Est-ce que j'ai vécu des difficultés? Est-ce que j'arrive à répondre aux exigences de mes programmes, de mes enseignements? Et on a prédit ça en contrôlant pour le niveau d'ajustement initial, celui à l'automne avant la pandémie, et en entrant dans le modèle, dans une deuxième étape, l'exposition à la COVID, à la fois l'exposition rapportée lors de la première vague et lors de la troisième vague. Dans une troisième étape, le stress perçu, de même que les stratégies d'adaptation lors de la première vague et finalement lors de la troisième vague. Donc, il n'y a pas d'effet de l'exposition à la COVID sur la trajectoire scolaire mesurée par l'ajustement scolaire ici. Au-delà de l'exposition à la COVID, le stress perçu prédit négativement, donc l'ajustement en bout de parcours. Les stratégies d'adaptation proactive prédisent positivement l'ajustement scolaire au temps 3 et les stratégies défensives prédisent négativement l'ajustement scolaire. Donc, il y a en fait une réelle association entre le stress perçu, les stratégies en période de pandémique sur l'ajustement final. Et vous avez les mêmes associations qu'on retrouve avec le temps 3, beaucoup plus importantes, qui viennent médier complètement les effets du temps 1. Je poursuis. La même chose quand on a tenté de prédire le succès scolaire, mais le succès scolaire, c'est le succès rapporté par l'étudiant, de sorte que ma note, je la situe générale au collège, je la situe dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, inférieure à la moyenne. Donc, il faut noter que c'est une note auto-rapportée. Encore là, l'exposition au virus n'a pas d'effet sur la note auto-rapportée. Et les stratégies de coping, on le voit ici, de même que le stress, là, ont des effets là, sur la note auto-rapportée. Et finalement, sur les intentions de persévérance. Alors, on avait une mesure qui permettait à l'étudiant de dire, ben,
j'ai l'intention de quitter, j'ai l'intention de prolonger, je ne suis pas sûr que je vais terminer mes études collégiales. Et à partir de cette mesure-là, on a donc tenté de prédire l'intention de persévérance. Et ici, c'est la seule fois où l'exposition à la COVID lors de la première vague est associée à négativement aux intentions de persévérance rapportées là, au printemps 21. Et ici, on a contrôlé pour la moyenne générale au secondaire, donc dans la prédiction des intentions au temps 3. Et sans surprise aussi, les mesures de stress pandémique et de coping, à la fois lors de la première vague et lors de la troisième vague, ont permis de prédire les intentions de persévérance. De façon intéressante, quand on regarde les effets différenciés selon que les étudiants soient en situation de handicap ou non, on a trouvé des effets de l'exposition à la COVID-19, c'est-à-dire d'avoir eu la COVID ou pas, ou de connaître quelqu'un dans ma famille qui a eu la COVID ou pas, et donc d'avoir dû composer avec la maladie, de façon très intéressante. Si je ne suis pas un étudiant en situation de handicap, l'exposition, curieusement, est plutôt reliée positivement à l'ajustement collégial. Alors que si je suis un étudiant en situation de handicap, l'exposition est reliée négativement à l'ajustement collégial. Vous pourrez me donner vos commentaires et vos explications de ces effets d'interaction-là. On peut peut-être penser que le fait d'être confiné, le fait de devoir rester à la maison, le fait d'avoir la maladie pour quelqu'un qui n'a pas une situation de handicap a peut-être permis à ces étudiants-là d'être davantage concentrés, de porter davantage attention à leurs études et de focusser davantage là-dessus, ce qui a pu être un facteur facilitant pour l'étudiant qui n'est pas en situation de handicap, alors que pour l'étudiant en situation de handicap, ça a peut-être été un stresseur qui s'ajoute à l'ensemble des autres stresseurs de l'étudiant qui doit composer avec, par exemple, des accommodements, des adaptations à ses enseignements. On a observé un petit peu la même chose sur le coping défensif, en fait, qui avait des effets négatifs pour les deux groupes, mais beaucoup plus probants pour les étudiants en situation de handicap. Et on a observé la même chose sur le rapport de la réussite scolaire à la troisième vague, bien qu'on est en concomitance ici avec l'exposition à la COVID-19. Donc, pour les étudiants sans handicap, le fait d'avoir eu la COVID ou de connaître quelqu'un dans sa famille qui a eu la COVID semble associé positivement au rapport de ma réussite, alors que pour les étudiants sans handicap, le lien est davantage négatif. Il me reste combien de temps, William? Il te reste quand même une bonne vingtaine de minutes. Parfait, très bien. OK, on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, dans un troisième temps, on a tenté d'examiner s'il y a évolution du stress qui est tout de même importante. Est-ce qu'on est capable de saisir les déterminants de cette évolution-là des marqueurs de stress? Et ce que j'ai fait, c'est très exploratoire à ce stade-ci, puis je vais être très content d'entendre vos questions là-dessus, c'est qu'on a tenté donc de prédire le stress perçu lors de la troisième vague en contrôlant pour le stress perçu lors de la première vague. Et sans étonnement, le stress lors de la première vague est corrélé avec le stress lors de la troisième vague. Mais on a entré dans un modèle explicatif, là, un ensemble de déterminants qui pouvaient indirectement là, être des proxys de ce que pourraient être des stresseurs dans les multiples dimensions, là, facettes de la pandémie. La perception que les jeunes ont eu de l'enseignement en ligne, est-ce qu'elle est négative, positive? La perception qu'ils ont eu des pratiques inclusives en enseignement, est-ce que ça a été positif, négatif? Est-ce qu'ils ont eu, surtout pour les étudiants en situation de handicap, est-ce qu'ils ont perçu que, étant à distance, les enseignants et le contexte d'enseignement répondaient quand même à leurs besoins d'adaptation et d'accommodement? On a posé des questions aux jeunes sur le respect du confinement, jusqu'à quel point ça a été difficile de respecter le confinement.
Respect des mesures sanitaires, donc confinement ici, c'est à la fois là, de rester à la maison, du couvre-feu. On avait des questions sur le couvre-feu, mesures sanitaires, donc le port du masque, par exemple, le lavage des mains, etc. Le degré de confiance qu'ils avaient envers les vaccins. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un intérêt, on a une infographie qu'on a rendue publique sur la perception des collégiens sur ces aspects-là. Et on leur a posé des questions sur les préoccupations qui les habitaient au quotidien lors de la troisième vague en termes d'isolement social. Est-ce qu'ils étaient concernés? Hein? Est-ce qu'ils étaient préoccupés par l'économie mondiale et québécoise? Est-ce qu'ils étaient préoccupés par la maladie de quelqu'un dans leur réseau social ou la leur? Est-ce qu'ils étaient préoccupés par la perte d'emploi? Ici, c'est un petit peu tannant parce qu'on est dans les préoccupations. On a aussi mesuré les pertes d'emploi, mais je vous dirais que l'événement en tant que tel prédit peu de choses. C'est beaucoup plus la préoccupation entourant l'événement qui est un plus fort prédicteur. Et finalement, on les a questionnés sur le degré de sécurité familiale qu'ils ressentaient en contexte de pandémie. On a regardé les prédicteurs selon que les étudiants soient en situation de handicap ou pas, et on a un portrait quand même différencié, et j'attire votre attention sur 4 résultats principaux. D'abord, le premier, et je vais revenir à la question de Mme Valran qui a posé une question à Catherine tout à l'heure. Et de loin, celui qui explique le plus l'évolution du stress, donc qui prédit un stress encore plus marqué lors de la troisième vague, c'est toutes les inquiétudes entourant l'isolement social. Hein, beaucoup plus que les inquiétudes qui entourent l'économie mondiale et québécoise. En fait, ces inquiétudes-là ne sont pas reliées du tout à l'évolution du stress. Les inquiétudes entourant la maladie sont modestement reliées à l'évolution du stress, mais de loin, les inquiétudes liées à l'isolement social, c'est ce qui prédit davantage l'évolution du stress. Deuxième résultat auquel j'attire votre attention, attendez, là, voilà, c'est que les perceptions de l'enseignement, à la fois l'enseignement en ligne, quand j'ai perçu l'enseignement en ligne efficient, quand j'ai perçu que le soutien des enseignants était présent, même si c'était en virtuel, quand j'évalue que la qualité des activités d'apprentissage, de la pédagogie était positive. Donc, un composite qui nous permet d'évaluer la perception de l'enseignement en ligne, bien, si cette perception était positive, c'est associé à une diminution, donc à moins de stress ressenti. Et si je perçois que les pratiques étaient davantage inclusives, c'est associé à moins de stress ressenti lors de la troisième vague. Mais ce n'est vrai que pour les étudiants en situation de handicap. Donc, ça nous permet un petit peu d'apprécier que les effets pédagogiques et virtuels, à tout le moins ce que ça suggère, pourraient avoir des effets, si le virtuel est négatif, dommageables, surtout pour les étudiants en situation de handicap, les collégiens en situation de handicap, que pour les étudiants qui ne sont pas en situation de handicap. C'est le deuxième fait saillant auquel je souhaitais attirer votre attention. Et troisième fait saillant, encore là, qui ne prédit que pour les étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, le respect des mesures de confinement a été associé à une baisse de stress. En fait, pas tant une baisse de stress, mais à moins de stress ressenti au troisième temps après avoir contrôlé pour le stress ressenti lors de la première vague. Le respect des mesures sanitaires, curieusement, est associé à plus de stress ressenti lors de la troisième vague. Peut-être que les gens qui respectent, qui sont très conformes devant les mesures sanitaires, ont aussi un profil anxieux et un profil qui font en sorte que pour eux, il y a une dose de stress qui est associée à ça, mais c'est associé positivement. Et pour ceux qui ont fait confiance au vaccin, ça est associé à une baisse du stress lors de la troisième vague. Et finalement, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas sur cette question-là. Donc, je résume avant d'ouvrir puis d'échanger avec vous.
Entre la première et la troisième vague, donc entre le printemps 20 et le printemps 21, les cégepiens ont expérimenté une augmentation du stress et un déclin de leur stratégie d'adaptation. Ces changements ont été plus marqués pour les étudiants qui n'ont pas de handicap que pour les étudiants ayant déclaré un handicap à leur entrée au cégep. Ça nous amène à réfléchir sur la question des vulnérabilités et serait-il possible que des étudiants qui n'étaient pas vulnérables à l'entrée vont peut-être le devenir au fil de la pandémie? C'est une hypothèse plausible. Ces changements sont associés à une augmentation des problèmes de fonctionnement scolaire des étudiants après 18 mois passés au collège. L'exposition au virus de la COVID-19 aurait eu des effets modestes sur les intentions de persévérance de tous les étudiants et des effets plus importants sur l'adaptation et la réussite des étudiants ESH. Les inquiétudes d'être isolés socialement prédisent fortement les variations de stress et l'expérience d'enseignement sera associée aux variations de stress chez les ESH, alors que l'expérience sanitaire prédirait celle des étudiants sans handicap. Et le dernier point auquel je veux attirer votre attention, les inquiétudes face à la maladie augmenteraient le stress perçu, mais de façon relativement modeste. Donc, les limites et suites, d'abord, il faut avoir en tête que ce sont des mesures à porter, questionnaire en ligne, que quand on parle d'effet de la pandémie, c'est à géométrie variable. Il sera intéressant pour les recherches futures de mieux cerner ce que veut dire la pandémie, de mieux capter les différences interindividuelles face à cette pandémie-là pour mieux dégager les effets sur le long terme. Nécessité de poursuivre la lecture des indicateurs de stress sur le long terme. Est-ce qu'on va réassister à une réhabituation ou est-ce que le stress continue d'exploser? En ce moment, pendant que je vous parle, il y a probablement des participants de l'étude ESH Transition qui complètent une 4e version des questionnaires en ligne. Donc, on pourra à l'automne avoir une idée du questionnaire COVID-19 qui aura été rempli une 3e fois. Et l'importance aussi c'est ce qu'on va s'attarder à faire là, dans les prochains mois, d'aller chercher des données objectives sur les transitions scolaires, les cheminements scolaires, la diplomation. Alors, avec nos partenaires, on va documenter ces données objectives-là pour ajouter et bonifier au projet. Donc, je termine en vous disant que le projet ESH Transition, il y a un site de ce projet-là et on y fait des mises à jour, on y dépose des infographies, des articles, des manuscrits soumis pour publication. Et l'essentiel de ce que j'ai présenté aujourd'hui est présent dans un manuscrit que vous avez accès à partir du site présenté à l'écran maintenant. Alors, je termine avec ça. Je vais arrêter mon partage et ça me fait plaisir de vous entendre et de répondre à vos questions et d'entendre vos commentaires. Merci beaucoup, Simon. On a déjà en fait une question provenant de Rémi Boivin. Rémi, c'est à vous. Vous pouvez poser votre question. Parfait, merci. Désolé pour la caméra, je ne peux pas vraiment allumer en ce moment. Je ne suis pas du tout dans le domaine de l'éducation. Je suis en criminologie, mais je mène actuellement une étude auprès d'étudiants collégiaux en technique policière. Donc, peut-être que vous avez déjà répondu à ma question, j'ai manqué le tout début de la présentation, mais est-ce que vous avez pu constater des différences par programme? Est-ce qu'il y a, par exemple, des étudiants qui ont été plus affectés que d'autres par la pandémie? Bon, c'est ça. Ma question, c'est vraiment, est-ce que vous avez vu des différences par programme? Oui, oui. En fait, on regarde systématiquement, on compare systématiquement le prix universitaire des gens du secteur technique. On a à peu près, je pense, 40-60, donc ça nous permet d'examiner ça. Je ne dirais pas qu'on n'a pas de compte, on n'a pas assez d'étudiants en technique policière pour que je puisse me prononcer là-dessus, mais on a regardé pour ceux qui étaient inscrits dans des programmes liés à la santé, technique de la santé. Puis effectivement, en termes de stress rapporté lors de la première vague, c'était plus important. Et que combiné aux étudiants en situation de handicap, donc si je suis un étudiant en situation de handicap, si j'étudie par exemple en soins infirmiers,
qui est le programme le plus populeux là, associé aux soins de santé. Pour eux, là, ça a eu un effet très important sur le stress ressenti. Et curieusement, pour l'étudiant qui n'est pas en situation de handicap, eux ont vu ça davantage comme un défi à relever. Le fait aussi de pouvoir collaborer, de travailler dans le milieu, d'intervenir auprès des organismes, là, parce que les étudiants en soins infirmiers ont été sollicités là, lors des premières vagues, mais l'étudiant en situation de handicap là, a été davantage vers une augmentation de stress et des intentions de persévérance là, qui ont diminué de façon importante. Donc, oui, il y a des différences dans différents secteurs, mais on a surtout regardé le secteur de la santé, puis on n'a pas assez de monde pour le secteur des techniques policières, par exemple. Je sais pas si ça répond Merci. bien à la question. Oui, puis est-ce que je peux me permettre une sous-question? Allez-y. En fait, c'est que dans une autre étude, on a constaté qu'il y avait eu un changement de rôle policier, puis j'imagine que c'est la même chose pour les infirmiers, infirmières, mais qu'il y avait eu un changement de rôle lié à la pandémie. Je ne sais pas si vous avez pu constater quelque chose au niveau des attentes des étudiants par rapport à leur futur métier, si on veut. On n'a pas questionné là-dessus parce que l'objectif du projet ne visait pas cela. Là. Écoutez, je ne veux pas trop m'avancer sur des hypothèses, là, sur des changements de rôle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a questionné en long et en large sur leur expérience d'enseignement. Et il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des effets positifs qui sont ressortis, à tout le moins, là, à travers les observations qu'on a faites. Et il y a une partie qualitative dans le projet aussi qui nous a permis de voir que la perception d'inclusion en enseignement, elle a été bonifiée, elle a comme augmenté, au sens où, parce que j'enseigne en ligne, le matériel est peut-être plus accessible, les portails ont peut-être permis aux étudiants d'avoir un accès plus facile au matériel de classe. L'enregistrement des cours a pu permettre à des étudiants qui apprennent à des rythmes variés de revisionner et d'aller à leur rythme. Donc, la perception de pratique inclusive, elle a comme progressé de façon positive, notamment là, du point de vue des étudiants en situation de handicap. Je ne réponds peut-être pas à la question complètement, là, mais ce sont des observations, entre autres, qu'on a fait dans le projet. Super. On a aussi un commentaire de Madame Maille qui dit, évidemment, qui te remercie, Simon, pour cette présentation. Et elle mentionne que par ces résultats, on voit que les étudiants en situation de handicap sont probablement à la base plus stressés et que face à la pandémie, ils basculeraient en situation de stress chronique avec moins d'adaptation, moins d'habituation et des mécanismes de coping différents. Aimerais-tu réagir par rapport à ça? Ben oui, moi je pense qu'ils étaient plus stressés à la base, donc c'est peut-être pour ça qu'on observe un effet d'interaction qui montre que c'est ceux qui ne sont pas en situation de handicap qui ont augmenté davantage leur stress, mais en bout de ligne, les deux groupes là, montrent des niveaux de stress importants. Et oui, sur le long terme, c'est un petit peu ce qu'il va falloir regarder, là, c'est le lien entre ces augmentations-là de stress et ce qui va devenir chronique et ce qui pourrait devenir pathologique pour le long terme. Et d'ailleurs, dans le temps 4, on a inclus des mesures davantage là, sur la santé mentale là, pour faire le pont entre l'augmentation du stress et les problèmes de santé mentale qui pourraient émerger là, dans le futur. Donc, merci pour le commentaire. Et on a une autre question de notre prochaine présentatrice, en fait, qui est Lise Gauvin. Donc, Lise, c'est à toi. Oui, merci beaucoup pour la présentation, Simon. C'était vraiment extra. J'ai été vraiment intéressée de voir le questionnaire que vous avez développé par rapport à la COVID-19 et surtout la section C où on parlait des stratégies de gestion du stress qui étaient utilisées par les étudiants. La question qui m'est venue par la tête, est-ce que ça serait intéressant aussi peut-être de rajouter des questions pour les prochaines collectes de données parce que
On sait, par exemple, on parle, je pense que vous avez mis l'accent sur la question de la consommation d'alcool, qui était une des stratégies, mais on sait, tu sais, si on parle de l'expression populaire, c'est qu'on mange nos émotions. Si les gens utilisent l'alimentation ou encore utilisent l'exercice d'une façon positive, beaucoup de gens disent qu'ils utilisent l'activité physique pour gérer leur stress et c'est beaucoup plus salutogène, évidemment. Et il me semble que ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant, ou encore, c'est des gens qui ont entrepris des activités de yoga ou de méditation et ainsi de suite. Donc, peut-être vos réflexions sur cette idée. Oui, ben, dans le questionnaire, c'est sûr qu'on était contraint, limité, là, puis d'arriver à 24 items pour cerner cet ensemble-là, pour nous, c'était un petit peu l'objectif, là. Il y a quelques questions sur j'ai pris le temps lors de la première vague, surtout là, pour passer du bon temps en famille, pour relaxer, pour me mettre en forme. Il y a des éléments là-dessus là, qu'on retrouve, là, puis qui ont une prévalence quand même importante, au-dessus de 60 là, quand on parle de la pandémie à géométrie variable, il y a des gens qui, probablement, qui sont mieux organisés dans leur vie, puis qui se sont dit, ben moi, je prends ce temps-là, puis je pense plus à moi, puis c'est une observation, c'est une anecdote, là, mais moi, je n'avais jamais vu autant de monde, lors de la première vague, autant de monde courir dans les rues, peut-être parce qu'on arrivait au printemps, puis le beau temps arrive, puis il y a peut-être des coïncidences là-dedans, là, mais autant de monde qui se mettait en forme en se disant peut-être, là, je vais profiter de ce temps-là pour, là. Mais effectivement, si on avait, malheureusement, le temps 4 est actif actuellement, mais on veut aller en financement pour un temps 5 et temps 6 parce que notre population, c'est des finissants du cégep qui vont transiter soit vers le marché du travail, soit vers l'université ou qui vont décrocher là, parce et on veut les suivre là où ils seront là, dans le futur. Là. Alors oui, à ce moment-là, on pourrait ajouter des mesures sur les habitudes de vie. Là, ça va devenir intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de mettre ça en lien. Vous avez une richesse de données sur la question de la résilience puis des mesures de stress qui sont vraiment plus précises. Et puis, finalement, c'est que les gens ne partent pas tous du même niveau au niveau des habitudes de vie. Il y a des gens qui ont un très beau portrait d'habitudes de vie. Est-ce que c'est ceux-là qui, spontanément, vont choisir les stratégies qui sont les plus salutogènes? Et les gens qui ont des moins bonnes habitudes de vie vont choisir d'autres. On ne sait pas vraiment parce qu'il y a une question du point de départ. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette cohorte-là, mais plus largement dans la société sur la façon de faire la gestion de ça. Ouais. Merci pour les commentaires et suggestions.